Notre édition spéciale de Sens Public continue. Comme chaque soir cette semaine, c'est un débat thématique que je vous propose. Après le pouvoir d'achat, la santé, l'environnement, que proposent les principaux partis pour notre sécurité? On y répond dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, on résume les principales propositions avec Jérôme Rabier. C'est un sujet de préoccupation pour de nombreux Français. La sécurité figure dans les programmes des différents partis qui présentent des candidats aux législatives. Côté Rassemblement national, depuis longtemps, ce thème est placé en haut des priorités, en le liant principalement à la thématique migratoire ou à celle des quartiers populaires. L'une des premières lois que je ferai adopter par le Parlement est le rétablissement de peines planchers. D'abord, pour casser la récidive, je l'ai dit, la suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants, aux parents de mineurs récidivistes. Et sur le plan migratoire, la première mesure que je ferai adopter, c'est la suppression du droit du sol et des mesures visant à faciliter en plus l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. Du côté de Gabriel Attal, candidat pour être reconduit à Matignon, on insiste sur ce qui est déjà en cours, comme le recrutement de policiers et gendarmes. Mais de nouvelles mesures ont également été présentées. L'impunité zéro et un sursaut d'autorité pour notre jeunesse. Nous reverrons l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants afin de casser la récidive. Nous présenterons dès l'été un projet de loi pour mettre en œuvre le principe de sanctions immédiates avec comparution immédiate dans les cas les plus graves. Côté Nouveau Front Populaire, des mesures sur la sécurité figurent bien au programme présenté après la signature de l'accord. Même si peu de têtes d'affiche développent cette thématique. Dans leur projet, il est prévu le retour de la police de proximité, de revoir et allonger la formation des gendarmes et policiers, ou encore de supprimer l'IGPN et l'IGGN qui enquêtent sur les faits mettant en cause les forces de sécurité. Cette mission serait confiée aux défenseurs des droits, une institution jugée plus indépendante par les forces de gauche. Sur ce sujet, comme sur d'autres, les trois blocs principaux présentent trois chemins différents aux électeurs appelés à les départager les 30 et 7 juillet prochains. Législative, que propose-t-il pour notre sécurité? C'est le thème de notre débat avec Béatrice Brugère. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes magistrate à la tête du syndicat Unité Magistrat SNM FO, auteur de Justice, la colère qui monte, livre publié aux éditions de l'Observatoire. Antoine Jardin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, enseignant à Sciences Po Paris, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Et vous êtes membre du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation. Mathieu Zagrodzki, bonsoir et bienvenue bonsoir. À vous aussi. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et Tam Tranui, restez à mes côtés, éditorialiste politique. Rebonsoir Tam. On va peut-être commencer par le constat, Béatrice Brugère. La question, elle demandait une réponse qui pourrait prendre la totalité du débat, mais la délinquance, est-ce qu'elle est en augmentation en France aujourd'hui ? Alors, il y a un débat qui est assez piégé sur cette question parce que, et je parle sous le contrôle des spécialistes qui sont là, en tout cas du côté de la justice, nos statistiques ne sont pas particulièrement fiables, notamment sur certains segments. Je pense par exemple à la justice des mineurs, qui est un segment qui intéresse tout le monde en ce moment. Et on va en parler dans ce débat, tout évidemment. à fait. On a un très bon rapport du Sénat qui est d'octobre 2021, qui s'appelle « Prévenir la délinquance », qui est écrit noir sur blanc la problématique majeure déjà pour savoir ce qui se passe, parce que c'est quand même ça la vraie question. De quoi parle-t-on? Ils disent, en fait, c'est un domaine qui a été sous-investi intellectuellement. Sous-investi donc sur le plan des statistiques. Les statistiques ne sont pas fiables, elles sont parcellaires, donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas fiables, c'est parce qu'elles sont parcellaires. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a est faux, ça veut dire qu'elles sont incomplètes et elles ne permettent pas... Pour réussir à trouver des solutions, il faut déjà connaître la situation. Mais vous avez raison, parce qu'en fait, on va commencer par ça, c'est-à-dire que de quoi parle-t-on? Et en fait, beaucoup de personnes commentent des commentaires de commentaires ou des discours, mais même nous, les acteurs de terrain, et ça c'est intéressant, on a du mal à savoir si la délinquance augmente. Ceci dit, on a des chiffres quand même qui donnent quelques tendances qui sont intéressantes sur des augmentations, surtout sur les atteintes aux personnes, sur les agressions sexuelles qui sont en augmentation, sur les homicides qui sont d'ailleurs un baromètre assez intéressant
notamment sur la criminalité organisée, puisque c'est là où il y a énormément de règlements de compte, avec des taux qui sont extrêmement forts, qui laissent penser de façon objective, j'allais dire, mais pas sans doute satisfaisante, que la délinquance est bien sûr à la hausse. Mais elle est surtout, et je termine là, excusez-moi, elle est surtout en train de changer de nature. Et c'est plutôt ça qui est intéressant. Alors vous nous direz en quoi elle change de nature dans un instant. Antoine Jardin, vous êtes en train d'actualiser une enquête sur le rapport personnel des Français à l'insécurité. Est-ce qu'il y a un décalage entre ceux qui la subissent et ceux qui la craignent ? Alors, d'une certaine façon, oui, parce que ce qu'on mesure dans ces enquêtes, c'est pas seulement l'insécurité au sens général, c'est 3 choses différentes. On mesure est-ce que les gens sont victimes d'atteintes, est-ce qu'ils sont victimes de cambriolage, de vol, d'agression. On mesure la peur, qui est une expérience vécue, avoir peur dans son quartier, avoir peur à son domicile, avoir peur dans les transports en commun, et c'est une deuxième chose. Et il y a une troisième chose qui est la préoccupation pour la sécurité en tant que sujet d'action politique. Et ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont les plus victimes sont aussi souvent celles qui ont le plus peur, mais ce ne sont pas les mêmes que les personnes qui sont le plus préoccupées par la sécurité en tant qu'enjeu. C'est-à-dire celles et ceux qui demandent une réponse politique ne sont pas forcément ceux qui ont subi la délinquance. Ceux qui demandent des politiques de sécurité ou qui considèrent que la sécurité est une priorité politique ne sont pas les personnes qui vivent dans leur quotidien les atteintes les plus fréquentes ni les peurs les plus fréquentes. Quel rôle joue, Mathieu Zagrodzki, la médiatisation de certains faits divers dans ce sentiment d'insécurité en France ? Bon, c'est très compliqué, là encore, de répondre à cette question en quelques minutes ou quelques phrases. Est-ce qu'on surestime l'impact de la médiatisation en fait ? Bon, alors les études qui portent là-dessus disent en substance que celles et ceux qui sont influencés par les médias sont ceux qui regardent le plus et sont donc par définition le plus susceptibles de subir cette peur. De toute façon, quel que soit le phénomène sociologique que l'on étudie, c'est une conjonction d'éléments. Évidemment, on peut être influencé par la médiatisation, par ce qu'on voit à la télévision, on peut être influencé par sa propre expérience personnelle, même s'il y a cette décorrélation que vient d'évoquer Antoine entre le fait d'avoir peur et le fait d'avoir des attentes politiques plus précises. Il y a aussi l'expérience qui est vécue par l'entourage. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui influe. Et puis, on n'est pas en train de sous-estimer ce que vivent certains de nos téléspectateurs. C'est absolument pas le propos, et en tout cas, c'est pas le mien. Évidemment, les médias sont une caisse de résonance, mais la population ne fait pas que regarder les médias. Évidemment, plus elle regarde les médias, plus elle va être influencée, mais c'est pas le seul facteur. Moi, je me souviens d'un reportage qu'on a fait il y a très longtemps, ça nous amène aux années TF1 dans 7 à 8, où des habitants d'une cité HLM, on était chez eux et ils chuchotaient dans leur propre appartement de peur de se faire repérer par les dealers qui étaient dans la cage d'escalier. Ça, c'est pas du ressenti, c'est pas un reportage qui laisse croire ça. Et ça existe encore malheureusement aujourd'hui. Évidemment, et juste pour terminer, aller dans le sens de ce que vous venez de dire, pour avoir récemment, dans le cadre de mes travaux, mené un certain nombre d'entretiens auprès de bailleurs sociaux. Oui. Il y a comme un certain nombre de faits qui remontent sur les occupations de cages d'escalier, sur les troubles de voisinage, sur la qualité de vie. Et ça, c'est pas le fait d'avoir regardé la télé, c'est le vécu au quotidien. D'ailleurs, c'est ce que racontait François Ruffin dans une longue note qu'il avait publiée en 2022, où il parlait de ces gens qui chuchotaient par rapport à la cage d'escalier. Mais je voulais revenir à ce que vous disiez au début, parce que moi, je trouve vraiment, si j'ai bien compris, c'est bien sur la délinquance des mineurs qu'on n'a pas de statistiques suffisantes. Alors que c'est là qu'on voit le plus de réponses politiques dans les programmes. Enfin, en tout cas, on en voit des traits clairs sur les programmes. Pointer quand même une contradiction majeure. C'est quand même étonnant. Peut-être, allez-y rapidement, parce que j'avais dit Antoine Jardin que je lui redonne la parole, mais ce sera dans une minute. Les statistiques sont importantes, mais vous savez, on parle aussi de la sottise des chiffres. Il faut savoir aussi les analyser. Donc, en effet, c'est gênant. Ça n'empêche qu'il y a aussi quelque chose qui nous manque, à mon avis. Ce sont des analyses criminologiques. C'est-à-dire qu'il y a les chiffres, mais les chiffres ne disent pas tout et parfois, d'ailleurs, sont difficiles même à interpréter. Donc, en fait, il nous manque tout. Il nous manque
et les chiffres, donc j'en rajoute, et la capacité d'analyse criminelle, en vrai. C'est-à-dire que, et là je me félicite d'avoir sur ce plateau, je vous remercie, des chercheurs, parce que moi je pense que ce qui manque, et ça c'est ce qui est dit dans le rapport du Sénat, c'est qu'en fait on a un déficit de recherche, parce que c'est ça qui est intéressant. Et la recherche, c'est aussi analyser les phénomènes en cours. Est-ce qu'ils sont ponctuels? Est-ce que c'est exactement votre question? On a un effet d'optique médiatique sur une affaire qui tout d'un coup semble absolument incroyable, mais est-ce qu'elle est marginale? Est-ce que c'est une lame de fond? C'est ça dont on a aussi besoin avec des chercheurs qui ont ce recul et cette analyse. Antoine Jardin. Un mot sur les chiffres. Il y a différentes sources de chiffres. Et en fait, les chiffres de la police et de la justice, elles enregistrent pas la même chose et elles enregistrent le travail de ces institutions. C'est pas fait pour être une mesure scientifique, ni de la délinquance, ni de la violence. D'ailleurs, dans la délinquance, il y a tout plein de choses différentes. Il y a des contraventions pour excès de vitesse, et il y a des attaques à main armée. Donc, si on prend le chiffre global de la délinquance, il mélange des choses qui sont de nature extrêmement différente. Et la troisième source d'information qui est très importante, ce sont les enquêtes auprès de la population en général, où on demande « Avez-vous été victime de quel type de fait ?» Et ces enquêtes-là sont des enquêtes qui sont très lourdes à réaliser, qui sont très coûteuses. Et en fait, elles ont été déstabilisées à partir de 2021. Il y a eu une transformation de ces instruments d'enquête. Donc, ce qui s'est passé entre 2019 et 2023, on a du mal à l'expliquer parce qu'on a modifié la manière de mesurer l'exposition de la population à la violence. La promesse de nos débats thématiques depuis le début de la semaine, c'est d'essayer d'aller creuser dans les propositions, dans les programmes des différents partis et notamment des trois blocs qui s'opposent. On va commencer avec le Rassemblement national qui propose de rétablir les peines planchées, suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes, présomption de légitime défense et doublement du nombre de magistrats. On va se concentrer sur les peines planchées tout de suite avec Alexandre Poussard qui nous rejoint sur ce plateau. Donc c'est la promesse de Jordan Bardella s'il devient Premier ministre, établir dès les premières semaines de son arrivée au pouvoir ces peines planchées. Est-ce qu'elles ont prouvé leur efficacité contre l'insécurité? Eh bien, leur bilan est plutôt mitigé. Thomas, on le rappelle, en 2007, Nicolas Sarkozy, président de la République à l'époque, avait fait passer une loi pour instaurer ces peines minimales sévères pour les délinquants récidivistes. Par exemple, pour un délit passible de 3 ans de prison, la peine planchée était d'1 an. Pour un délit passible de 10 ans de prison, la peine minimale était de 4 ans. Cette loi de 2007, elle permettait quand même aux juges de refuser de prononcer ces peines planchées en précisant leur motivation, car dans la Constitution, il y a le principe d'individualisation des peines à respecter. Résultat, en 2010, les peines planchées n'ont été prononcées que dans 38% des cas dans lesquels elles pouvaient s'appliquer. Alors, des peines planchées pas totalement appliquées, est-ce que cette loi de 2007 a quand même eu des effets? Eh bien, selon une récente étude de l'Institut des politiques publiques, la loi de 2007 a entraîné une hausse de 50% de la durée des peines de prison pour les récidivistes. À moyen terme, ces personnes ayant reçu des peines planchées ont un peu moins récidivé, avec une baisse de 10% de la probabilité d'une nouvelle récidive. Mais bon, ces récidives multiples, cela ne représente que 2% de la délinquance. Et globalement, ces peines planchées, elles n'ont eu aucun effet sur le taux de délinquance et de criminalité. Des peines planchées qui ont été supprimées sous François Hollande en 2014. Écoutez ce qu'en pense l'actuel ministre de la Justice et ancien avocat Éric Dupond-Moretti. C'était en mars dernier lors d'un débat face aux sénateurs Les Républicains qui proposaient de rétablir ces peines planchées pour les homicides routiers. Très franchement, moi si la peine planchée ça marchait, j'irais des 2 mains et des 2 pieds. Est-ce que vous pensez que le juge il a besoin des peines planchées pour se dire tiens, je vais être sévère, d'autant qu'il peut y déroger, hein, vous le savez. Enfin, ça n'a pas de sens. Franchement, le juge sévère, il sera toujours sévère. Le juge très sévère sera toujours très sévère. Le juge qui ne l'est pas, il ne veut pas des peines planchées. Vous savez ça? Voilà, le ministre de la Justice n'y croit pas à ces peines planchées. En revanche, ces peines minimales, elles ont eu un effet. C'est sur le coût de notre système carcéral. En 2012, selon le ministère de la Justice, ces peines planchées ont entraîné l'incarcération de 4000 personnes supplémentaires, soit un coût au minimum de 146 millions d'euros. Et c'est sans compter les places de prison supplémentaires qu'elles nécessitent de construire dans un contexte déjà problématique de surpopulation carcérale. Merci beaucoup, Alexandre. Béatrice Brugère, votre avis sur ces peines planchées, est-ce qu'elles sont plus symboliques qu'efficaces? Alors, je risque de peut-être d'aller à l'encontre de ce qui vient d'être dit. Moi, je n'ai jamais vu une étude sérieuse sur la question. On va commencer par ça.
Bah oui, mais parce qu'il faut être sérieux sur le sujet. Ouais. Donc je découvre cette étude qui d'ailleurs est très vaseuse, y compris dans ses conclusions, et avec des choses d'une évidence totale que ça augmente les peines de prison. Bah oui, puisque mécaniquement, la peine plancher double les peines de prison. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est une autre loi qui n'est pas dite, et c'est bien dommage, c'est l'injonction contradictoire de ce système. C'est-à-dire que en même temps qu'on a mis les peines planchers, très peu de temps après, en 2009, on a fait, c'est Rachida Dati, la même ministre, des aménagements de peine jusqu'à 2 ans. Or, les aménagements de peine jusqu'à 2 ans, donc on était plus sévère apparemment sur les peines planchées, puisque manifestement 38%, je découvre ce chiffre, ne les mettaient pas. Oui, donc, juge. Tout à fait. Mais en même temps qu'on était plus sévère sur le reste, on a fait une autre loi qui a proposé un aménagement de peine jusqu'à 2 ans. Et 2 ans, quand on regarde les chiffres de près, ça correspond, vous savez, à combien de peines de prison prononcées ? 95%. Donc, eh oui, c'est pour ça qu'il faut être très précis. Donc en fait, c'est une injonction contradictoire. Donc quand on n'a pas ça en tête, venir dire que ça n'a pas marché ou veut dire que ça a augmenté, en vrai, il faut tout prendre en compte. Et quant à l'augmentation donc des peines de prison, ça veut dire que ça veut dire quoi en fait ? Une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous en tirez réellement sur la prévention, sur la délinquance ? Pas grand-chose. Je ne pense pas que cette étude soit significative pour pouvoir parler en tout cas des effets bénéfiques si vous avez déjà ces 2 notions en tête. Mais on est quand même dans un... Alors on est dans un... Ce que j'entends, c'est qu'on est dans un flou statistique ou qu'il y a peu d'études qui sont fiables, mais des politiques qui nous font des propositions ultra symboliques ou des injonctions. Donc, alors si j'étais un peu provocateur, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas, Mathieu Sadrowski, elle est pour vous, pardon, la question, mais dans le fait que finalement il n'y ait pas d'études fiable, une volonté des politiques de pouvoir continuer à en faire un argument simplement idéologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu la difficulté qu'on a en France sur cette question-là, sur ces questions-là en tout cas. C'est le manque de recul, d'analyse, de données, contrairement au monde anglo-saxon par exemple, où les politiques publiques sont mesurées, évaluées, où il y a vraiment des dispositifs assez robustes qui sont là pour accompagner ces mesures. Alors, faut pas oublier une chose, c'est dans une campagne politique, les propositions, elles sont aussi porteuses de sens. C'est-à-dire qu'au-delà de l'efficacité, il y a aussi un marqueur idéologique qui est de dire, voilà, on envoie un message, on va être sévère, et c'est ça notre comment dire, notre positionnement politique. Une autre remarque sur ces mesures du Rassemblement national, mais on va voir, je pense, les autres partis après, on va faire exactement le même commentaire qu'on s'est fait, avant la prise d'antenne, c'est que finalement, c'est beaucoup de mesures qui tiennent à la politique pénale, à la sévérité des peines, à ce type de dispositif, et pas vraiment une stratégie de sécurité, de prévention de la délinquance, de stratégie policière. Il y a finalement une réflexion qui n'est pas très, très aboutie sur ces volets-là. Antoine Jardin, votre avis là-dessus, un avis un peu général finalement sur stratégie ou pas du Rassemblement national, puisqu'on est sur ce parti en matière de sécurité. La stratégie du Rassemblement national, c'est d'avoir une position idéologique sur l'action de la sécurité à travers 2 mots d'ordre. C'est la punitivité et le mot d'ordre de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 peines qui marchent, c'est la prison ferme et les amendes. Donc c'est une grille de lecture qui consiste à dire que la répression seule sera la plus efficace. Mais c'est oublier un phénomène majeur, c'est que le principal défaut dans la réponse pénale, c'est pas le manque de répression, c'est le manque d'élucidation des affaires. Il y a énormément d'affaires qui sont transmises aux juridictions, qui ne sont pas élucidées, qui sont sans auteur poursuivable et donc qui ne donnent pas lieu à une action judiciaire qui se traduit par des poursuites. Et plus en amont encore, dans les affaires policières, il y a beaucoup de faits qui sont constatés par la police, mais qui ne sont pas élucidés, il n'y a pas d'auteur mis en cause, et donc ils ne sont pas non plus enregistrés à leur vrai niveau dans la statistique policière. Il y a un autre marqueur idéologique fort du Rassemblement national sur ce thème, c'est le lien entre immigration et délinquance. On écoute Jordan Bardella.
Je pense que l'insécurité est aujourd'hui une inquiétude majeure pour des millions de Français. Et j'ai indiqué que mon action de Premier ministre se découperait en 2 temps. Un premier temps qui serait celui des urgences, dans lequel j'intègre l'urgence du pouvoir d'achat, la sécurité, la question de l'immigration. Il y a aujourd'hui dans notre pays beaucoup de gens qui sont de nationalité étrangère et qui commettent des crimes et des délits. Je souhaite que les étrangers qui sont présents sur notre sol, qui commettent des crimes et des délits, soient expulsés du territoire de la République française. Je ne sais pas si cette fois-ci les statistiques vont venir à mon secours, mais Mathieu Zagrotti, que disent les chiffres? Vous me posez les pires questions. Sur ça, est-ce qu'il y a un lien très clair entre nationalité et délinquance? Il y a des chiffres, effectivement, de surreprésentation dans un certain nombre de faits, de voies, notamment de voies publiques. Mais, comment dire, le statut d'immigré n'est pas la seule caractéristique des personnes qui se rendent auteurs. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça dans la globalité sur la situation économique, résidentielle, psychologique, éventuellement. Et on peut dire que l'immigration est la seule explication, serait l'explication valable pour ces faits commis. Béatrice Brugère. C'est tout à fait juste. En fait, c'est pas ça. Sur certains, si c'est ça, mais je veux dire sur certains segments. Et ça, on a des chiffres. D'ailleurs, le préfet de police les a donnés et on les voit aussi en détention. On a certaines infractions où on a une surreprésentation des étrangers par rapport à une criminalité nationale. Notamment dans les transports en commun, très clairement. Très clairement. Ça, c'est très intéressant parce que dans le ressenti des Français. Mais bien sûr. J'ai pas tout en tête, je les ai pas, mais ils existent ces chiffres. Hein. Il y a vraiment là-dessus. Alors, est-ce qu'ils sont fiables? Ça, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, ils existent. On l'a aussi sur des vols à l'arraché, des choses comme ça. On l'a sur des agressions. On a eu une politique là-dessus, d'ailleurs, les agressions sexuelles, etc. Il y a quand même sur les stupéfiants aussi, on en a quelques-uns. Donc, oui, il y a une surreprésentation sur certains segments, tout à fait, qui sont identifiés. On l'a aussi en détention, puisque en détention, on est près d'un chiffre de 20, je crois, à 25%. Je ne parle pas de binationaux, hein, je parle vraiment d'étrangers. Et quand on dit étrangers, il faut vraiment penser, y compris dans la communauté européenne, etc. etc. D'accord. Donc voilà. Antoine Jardin, sur le positionnement politique, il y a d'autres formations politiques que le Rassemblement national qui, très clairement, viennent sur ce terrain, LR, mais aussi la majorité présidentielle. Oui, tout à fait. Et en fait, ça revient à la question des grilles de lecture mentale et de l'idée que, en fait, c'est pas des personnes qui sont d'abord préoccupées par la sécurité qui viennent sur l'enjeu immigratoire. Ce qui caractérise ces discours, c'est que c'est des partis politiques qui sont d'abord positionnés sur la question de l'immigration et qui livrent une interprétation du rapport à la sécurité au prisme de cette attente chez leurs électeurs. Donc si on regarde les électeurs de LR et encore plus du RN, leur priorité c'est d'abord l'immigration, en deuxième la sécurité. Et la manière de penser la sécurité, elle vient en lien avec des idées qui sont déjà construites sur le rapport à l'immigration. Alors un élément qui est extrêmement important, c'est que les vrais facteurs qui sont les plus grands facteurs explicatifs d'être auteur de crimes ou de délits, c'est pas d'être immigré ou d'être français, c'est d'être un homme jeune. Ça, c'est les deux dimensions qui sont de très loin très dominantes. Et donc déjà, quand on contrôle pour ces caractéristiques-là, on voit des différences. Et après, il faut neutraliser l'effet d'autres facteurs. On a évoqué le contexte au niveau de diplôme, la position sociale. Et donc, quand on regarde vraiment les études plutôt américaines qui sont les plus à la pointe sur ce sujet, c'est rarement les immigrés eux-mêmes qui sont le plus d'auteurs d'infractions. Ce sont les descendants de migrants qui ne sont pas immigrés eux-mêmes. Et la génération suivante, elle retrouve le même niveau d'infraction que le reste de la population. On va se concentrer pendant quelques minutes. On a fait toute notre première partie sur la majorité présidentielle, donc on va y passer un petit peu moins de temps dans ce débat thématique, mais effectivement, écoutons ce que Gabriel Attal, dans sa conférence de presse programmatique ce matin, disait en matière de sécurité. Il rappelle l'action de son gouvernement contre, je reprends ces termes, les étrangers délinquants et radicalisés. C'est le soutien évidemment à nos forces de l'ordre, à nos policiers et nos gendarmes. 8500 recrutements supplémentaires sont en cours et nous voulons continuer, donc, dans les années à venir, à recruter des policiers et des gendarmes supplémentaires. C'est l'expulsion des étrangers délinquants et radicalisés. 12 000 l'ont déjà été. C'est l'impunité zéro et un sursaut d'autorité pour notre jeunesse. Nous reverrons l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants afin de casser la récidive. Nous présenterons dès l'été un projet de loi pour mettre en œuvre le principe de sanctions immédiates avec comparution immédiate dans les cas les plus graves.
L'excuse de minorité pour les jeunes délinquants, il veut revenir dessus pour casser la récidive. Évidemment, je me tourne vers vous, Béatrice Brugère. Comment vous jugez cette proposition ? Je juge cette proposition, c'est pas contre. En fait, il a raison, j'ai envie de dire, mais pourquoi il ne l'a pas fait Ça, c'est l'argument qu'on peut donner, effectivement, pour la majorité présidentielle. Et là, c'est assez précis. C'est pas simplement une formule. Parce qu'on vient de voter un nouveau projet qui s'appelle le Code de justice pour les mineurs, le CJPM, qui a révisé l'ordonnance de 45, peu importe, qui a enlevé justement les possibilités de juger rapidement. Alors, c'était pas une comparaison immédiate, c'était ce qu'on appelle une PIM, c'est-à-dire une procédure rapide qui se faisait en 10 jours et qui était déjà utilisée par les juges des mineurs, des enfants, pardon, et qui fonctionnait bien. Lors des débats, puisque nous, on y participe avec Nicole Belloubet, donc on est sous le même gouvernement, on a le même discours, impunité zéro, efficacité, etc., on enlève cette possibilité. Nous, on s'y était opposés, premièrement. On avait déjà proposé de le remplacer par ce qui ressemble à une comparaison immédiate. Le terme, il est utilisé parce que tout le monde le comprend, en vrai, tout le monde sait ce que c'est. Mais en fait, l'idée, c'est de dire comment on juge rapidement, peu importe comment on l'appelle, des mineurs qui sont en situation de réitération, de récidive très connue, très violents sur des faits très graves, sans attendre des mois et des années. Donc c'était ça l'idée. Donc on vient de le défaire. Donc il nous dit il faut le refaire. Très bien. Et quant à l'excuse de mineurs, c'est pour ça que j'appelle ça un zigzag. Oui, j'entends. C'était quoi la justification pour le défaire ? C'est une grille de lecture. C'était idéologique. Oui, c'est une grille de lecture, et alors, sur l'excuse de minorité. Et sur l'excuse de minorité, c'est pareil, le débat a déjà eu lieu. Nous, notre syndicat, parce qu'en fait, c'est les deux propositions que nous, on a fait, on avait dit, il faut que l'excuse de minorité, que moi, je préfère appeler atténuation de responsabilité, parce que dans le mot excuse, on a l'impression qu'on les excuse, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, on ne juge pas un mineur comme un majeur, c'est ça. Donc, on a une atténuation de responsabilité. Nous, ce qu'on en disait, c'est que toujours pour ces mineurs, ils sont une minorité, ces mineurs, ultra-violents, ultra-délinquants, ultra-réitérants. Il ne fallait pas que l'excuse de minorité soit quasi automatique. Or, c'est le cas aujourd'hui. On peut l'enlever entre 16 et 18 ans, on peut l'écarter. Dans la pratique, c'est toujours automatique. Donc ça, c'est choquant. Parce qu'en fait, la vraie question de la politique pénale, c'est pas tant de dire est-ce qu'on va mettre des peines planchées, des peines machin. La vraie question, c'est l'exécution de la sanction. Oui. Et c'est mais peut-être aussi l'adaptation à une délinquance qui évolue. Donc est-ce que ça justifie quand même certaines des réformes. Je ne dis pas qu'elles ont été bien faites. Tout à l'heure, Antoine Jardin, à juste titre, c'est qu'on peut monter les peines, etc. Oui. Mais si vous ne les exécutez pas, s'il n'y a pas d'enquête de police, si c'est classé sans suite, si c'est laissé prescrit, vous savez combien là, il y a des millions de procédures qui sont en attente d'être jugées. Donc en fait, vous pouvez dire allons-y sur les peines planchées. C'est la réalité de l'exécution qui compte. Or, sur l'exécution des peines, avec le Premier ministre, tout a été fait pour la retarder, pour ne pas mettre en détention. Et aujourd'hui, je donne juste un chiffre. Voilà, c'est que on est près de 76% d'alternatives à l'incarcération aujourd'hui. On est sur 40% d'alternatives aux poursuites. Donc le zéro impunité doit être ramené à ces chiffres également. Et ce qui est intéressant, c'est sur cette demande d'autorité qui est exprimée par beaucoup de Français. Sauf que si les peines ne sont pas appliquées, ou si... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un hiatus évident. Il y a deux choses très différentes. Il y a une demande qui est une demande de punitivité. Qui n'est pas partagée par l'ensemble de la population, mais qui est une demande qui émane des gens qui sont sympathisants des partis de droite et d'extrême droite. Et là-dessus, il y a peu de différence entre eux, ce qui explique qu'ils aient fait une alliance dans le cadre de ces élections législatives. Et ça, c'est la première chose, une demande de punitivité quand des gens sont mis en cause. Et la deuxième demande, c'est une demande d'ordre par rapport à la vie sociale du quotidien, mais qui n'est pas la même chose. Et on demande qu'il n'y ait pas de bruit dans la rue, qu'il n'y ait pas de graffiti, etc. Et donc, c'est une demande de maîtrise de l'environnement social indépendamment de l'action de savoir comment est-ce qu'on répond pénalement. Et donc, vous pouvez avoir toutes les réponses pénales que vous voulez, ça ne va pas résoudre ce volet qui est une demande d'ordre, une demande de maîtrise de l'organisation sociale qui, elle, ne dépend pas, en finale, de qu'est-ce qu'on prononce comme peine. Elle dépend de beaucoup d'autres institutions. Et puis, il y a la question de la protection de l'enfance aussi, Mathieu Zagrodzki. C'est quand même... il y a une espèce de fatalité de la délinquance ou même du sans-abrisme pour des enfants qui ont eux-mêmes été victimes de maltraitance ou de carences éducatives.
Quel bilan on peut faire de l'action d'Emmanuel Macron depuis 7 ans en la matière? Moi, j'ai vu que les moyens de la protection de l'enfance étaient plutôt en déshérence qu'autre chose. Oui, alors là, c'est pas du tout mon champ de compétences. Bon, alors je pose la question peut-être. Je suis désolé. C'est pas grave. Vous avez raison de poser cette question, elle est majeure. Parce qu'en fait, un mineur délinquant sur 2 fait l'objet d'une mesure de protection de l'enfance. Or, la protection de l'enfance est effondrée par manque de moyens. Enfin, vous savez, on a près de 400 000 enfants qui sont sous protection de l'enfance. Ce chiffre, il est vertigineux en vrai. Avec très peu de moyens pour exactement. Pour les prendre en charge. Et donc, si la prise en charge, que ce soit à l'éducation nationale, en social, en protection de l'enfance, est défaillante, et c'est le cas, et c'est tout à fait le cas, évidemment, ça a un impact direct sur la délinquance. Parce qu'en fait, là, pour le coup, il y a des liens qui peuvent être faits. Alors, l'État est partiellement responsable de l'état de la délinquance des mineurs. Peut-être une question plus politique, Mathieu Zagrodski, sur cette demande d'autorité et la réponse des différents partis. On va parler du Front populaire dans un instant, mais en dehors du Front populaire, est-ce que vous avez l'impression d'entendre un peu la même réponse ? Oui, c'est vrai. C'est la remarque que je me faisais quand on voyait l'intervention du Premier ministre tout à l'heure. C'est que finalement, ce discours martial, il revient depuis un quart de siècle. En fait, il revient depuis Jean-Pierre Chevènement avec éventuellement quelques variations, mais la fin de l'impunité, la réponse systématique à tous les faits, le sursaut, ça c'est un terme qu'on entend en permanence. Bon, ce sont des formules qui sont percutantes, mais effectivement, il y a toujours cette demande de mise en œuvre concrète des mesures. Et c'est vrai que si on fait le bilan, alors moi je suis plus spécialisé du côté police que du côté justice. Si on fait le bilan des 7 dernières années, c'est vrai qu'il y avait un programme ambitieux au début, qui était la police de sécurité du quotidien. C'était, on va dire, le marqueur fort du programme sécurité d'Emmanuel Macron en 2017. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été mis en œuvre au début, c'est-à-dire que le lancement, il est fait début 2018, et ça s'essouffle très vite. Alors il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la pandémie, il y a eu le mouvement, de protestation contre les retraites, avec une mobilisation très très forte en fait des forces de l'ordre sur des missions en fait de maintien de l'ordre ou de contrôle par exemple des attestations de sortie, ce qui s'est fait au détriment de ce qu'évoquait Antoine Jardin tout à l'heure. C'est que effectivement les gens sont en demande d'ordre du quotidien, qu'on puisse se promener dans la rue dans un ordre dans un environnement qui semble apaisé. Et ce point-là, il n'a pas vraiment été résolu. On doit quand même dire, pour boucler ce chapitre sur le bilan d'Emmanuel Macron ou les promesses de Gabriel Attal, le budget de la justice qui a augmenté comme jamais, historiquement. Ça, c'est une réalité. On partait peut-être de très bas. Et de la police et gendarmerie aussi. On partait peut-être de très bas, mais quand même. Oui, mais en fait, il faut savoir que quand même, parce que c'est vrai, c'est pas assez, mais c'est vrai. Donc il faut déjà saluer ça. 40%, ça part pour la pénitentiaire. Et pour les juridictions, il y a très peu en vrai. Il n'y a pas du tout assez. Ça ne permet pas d'améliorer la réponse pénale, c'est ce que... Non, mais en fait, notre problème, et c'est la logique ou la fin, c'est qu'il manque des places de prison aussi. Il manque énormément de places de prison, puisqu'au niveau européen, on est en sous-équipement carcéral. En France par rapport au reste de l'Europe. Et on ne punit pas plus. Donc en fait, on a un effet d'optique de surpopulation qui est dû à un sous-équipement carcéral. Je ne vais pas avoir le temps de faire le problème du nouveau Front populaire. Il y a aussi un gros sous-effectif au niveau des magistrats. On est à peu près on a un ratio de magistrats qui est 2 fois moindre par rapport à l'Allemagne. Allez, je reprends la main parce que c'est le point 11, on y arrivera pas. Il y a plein de choses à dire en plus sur ce programme du nouveau Front populaire. Tam, et c'est à vous d'ouvrir ce chapitre. Que prévoit-il en matière de sécurité ? Déjà, comme d'autres partie. Le programme prévoit une augmentation générale des effectifs. Le programme prévoit plus de moyens pour la police judiciaire, technique contre le narcotrafic, pour la justice. La gauche prévoit aussi de revoir et d'allonger la formation de la police. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, elle prévoit de combattre l'usage excessif de la force de la part des forces de l'ordre. Pour ça, elle prévoit d'interdire l'usage des LBD, des grenades mutilantes, de démanteler la Bravem. Elle veut aussi s'attaquer au sujet de la déontologie en supprimant l'IGPN, suspectée de ne pas être indépendante et qui serait désormais placée sous la responsabilité du défenseur des droits. Enfin, il s'agit de retisser le lien avec la population. Donc il y a là le récépissé en cas de contrôle d'identité et surtout le rétablissement de la police de proximité. La gauche veut le retour de ce marqueur des années Jospin qui a été enterré, faut-il le rappeler, par Nicolas Sarkozy au motif que les policiers, je le cite, ne sont pas là pour organiser des matchs de foot.
Bref, elle veut un retour aux fondamentaux, la gauche, un vrai symbole de la gauche, une vraie divergence avec la droite en matière de lutte contre la délinquance, les premiers voulant une police d'ordre, d'interpellation, de répression, tandis que les autres lui préfèrent une police proche des citoyens dans la prévention pour assurer leur sécurité. Cette approche de la gauche est-elle audible en ce moment dans le contexte ? Voilà, risque-t-elle de subir une fois de plus un procès en angélisme, voire en laxisme, la gauche, ce qui serait problématique alors que la sécurité continue de faire partie des enjeux prioritaires pour les Français et pour les électeurs de gauche. Même parmi ceux qui approuvent ce programme à gauche, on ne se fait pas d'illusions. Voilà ce que me disait en substance l'un d'entre eux aujourd'hui. Est-ce que les gens ont envie d'entendre ça ? Sans doute non. Est-ce que ces mesures qui se veulent équilibrées vont apparaître insuffisantes ? Sans doute oui. Mais ce n'est pas parce que les gens ont envie d'exclusion et de racisme qu'il faut s'aligner là-dessus. La sécurité, est-ce que c'est un sujet de fracture au sein du Front populaire ? Et bien sûr, ce sujet, comme sur d'autres, il y a un monde entre le Parti socialiste qui a envie de dire on n'a pas été à la remorque de ces questions quand on a été aux manettes. Rappelez-vous Pierre Joxe, Daniel Vaillant, rappelez-vous Jean-Pierre Chevènement, rappelez-vous même Manuel Valls, faut-il rappeler qu'il a été ministre socialiste. Un monde donc entre cette gauche-là et certains propos de Jean-Luc Mélenchon qui, par exemple, a toujours ce tweet de 2022 qui est attaché à sa personne lorsqu'il avait dit « La police tue ». Mais petite devinette, qui a dit « L'ordre républicain est un tout, oui, il y a besoin de policiers, de répression, il ne faut pas accepter la banalisation du crime ». Je ne vous pose pas la question à vous. Qu'est-ce qui a dit ça ? Je m'attendais à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon également. Quand il était ministre de Lionel Jospin, peut-être. Mais vous savez quoi ? C'était il n'y a pas si longtemps. C'était en septembre 2020, alors que le groupe parlementaire de la France Insoumise choisissait de faire sa rentrée parlementaire sur ce sujet de la sécurité. Toujours du côté de LFI, prenons ce qu'a dit également François Ruffin. Il avait écrit, ce dont je vous parlais, une note sur Facebook où il décrivait le quotidien très difficile des habitants des HLM. Et il disait « C'est la première mission à mon sens pour la police, cette tranquillité du quotidien. Être de gauche, ce n'est pas fermer les yeux là-dessus, au contraire, c'est garantir cette paix à tous les citoyens, ce droit à une intimité, à être chez soi, pas dérangé, une voix alors singulière à la France insoumise avec laquelle il faut sans doute renouer, sous peine de voir la gauche se couper un peu plus d'un électorat populaire. Merci beaucoup Tam. Je vais vous faire une confidence pour préparer ce débat. On a essayé d'avoir pas mal de, notamment dans le reportage, de réactions de leaders du nouveau Front populaire et ils ne voulaient pas parler de sécurité. C'est quand même intéressant. Donc voilà, ils se disent c'est pas là-dessus qu'on nous attend. Est-ce que Antoine Jardin, ils sont inaudibles par choix ou parce que leurs arguments pèsent plus dans l'opinion publique française d'aujourd'hui ? Comment vous l'expliquez ? C'est pas tant qu'ils sont inaudibles, c'est que c'est pas les sujets qui sont les plus mobilisateurs pour leur base électorale. Dans une campagne très courte, on veut d'abord parler des sujets qui sont les plus efficaces. Et les électeurs de gauche, on les retrouve sur les sujets économiques, sociaux, de la santé, de l'éducation, sur les questions qui sont relatives à l'écologie, par exemple, qui est complètement absent à peu près du programme du Front National. Et donc on voit bien qu'il y a des groupes électoraux qui ont des attentes différentes envers leurs élus. Et pour les électeurs de gauche, la sécurité, c'est une question importante, mais ce n'est pas une question prioritaire. Mathieu Zagrodzki, comment les partis de gauche ont évolué sur cette question de la sécurité, la place de la police ? C'est vrai qu'il y a ce marqueur de la police de proximité. Ouais, c'est très intéressant comme question. C'est vrai que là, les mesures que vous avez énumérées ne sont pas tant des mesures qui portent sur la sécurité, mais plutôt sur l'encadrement de la police, en fait, sur l'apaisement des relations police-population. Vous voyez, sur le LBD, le fait que les pouvoirs de l'IGPN, IGGN soient dévolus aux défenseurs des droits. C'est quand même une idée, alors qui était très présente dans le programme commun en 1981. C'est la politique de Gaston Defferre au début, c'est justement de mettre en place une déontologie. D'ailleurs, le premier code de déontologie, c'est en 86 sous Pierre Joxe. D'ailleurs, c'est améliorer la formation. Donc ça, ce sont plus des marqueurs de gauche en ce qui concerne la police que la lutte contre l'insécurité au sens de l'intervention, la punitivité qu'évoquait Antoine. Et d'ailleurs, 88, réélection de François Mitterrand, 95, candidature de Lionel Jospin, il y a très peu de choses sur la sécurité. La bascule à gauche, ou en tout cas au niveau du PS, c'est 97. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a cette politique très marquante qui est vraiment l'identité de la gauche par rapport à la sécurité, qui est la police de proximité. Mais qui n'est pas, encore une fois, qu'une politique de sécurité, c'est aussi une politique de relation entre la police et la population. Oui, vous rappeliez le tweet de Jean-Luc Mélenchon de la police tue, LFI qui est régulièrement accusée de souffler sur les braises, d'attiser la haine des policiers. Écoutez la réponse de Manuel Bompard, c'était sur BFM TV.
Bien évidemment, aucun d'entre nous ne déteste la police, c'est même pas le sujet. Nous sommes et nous défendons par exemple dans le programme la nécessité de réintroduire une police de proximité et de favoriser plutôt une police de proximité plutôt qu'à une police de contact en quelque sorte, qui produit en effet parfois une perte de confiance entre la police et une partie de la population. Le sujet, c'est comment on crée les conditions pour que le travail de la police soit plus efficace que ce qu'il est aujourd'hui, que ça crée moins de tensions parfois avec une partie de la population, et qu'on revienne en quelque sorte pour les policiers à une fonction de gardien de la paix, puisque c'est ça qui devrait être notre objectif. On ne va pas revenir sur la liste des déclarations d'insoumis, parfois très critiques, pour ne pas dire plus, contre les policiers. Mais je voudrais qu'on parle de police de proximité. Est-ce que ce n'est pas illusoire dans une période où il y a des trafics de drogue de plus en plus importants, notamment, pas seulement dans les grandes villes, on a fait un débat là-dessus il y a peu de temps, dans des villes moyennes, parfois dans des zones rurales. Comment retisser un lien entre les jeunes et la police dans un contexte comme celui-là, Béatrice Brugère? Oui, en fait, d'abord, c'est une vision assez hémiplégique, c'est-à-dire que moi, hémiplégique est un logiciel des années 80 qui avait un intérêt, mais qui n'a pas évolué par rapport à la réalité du terrain. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on ne peut pas être contre le fait que la population ait un lien fort avec sa police, et on ne peut pas être contre le fait, quand on en a les moyens, de déployer, comme les gendarmes le font d'ailleurs, c'est assez intéressant sur le territoire, ce qu'ils appellent une police au contact, c'est-à-dire... brigade territoriale de contact. C'est ça, donc c'est plutôt très intéressant. La question, c'est que c'est hémiplégique, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait que ça, mais ça doit aller avec l'autre partie, qui est aussi les problématiques de sécurité qu'on a déjà évoquées. Et puis surtout, c'est hémiplégique sur la justice. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pense pas à la police dans un couple sécurité-justice, et on pense la police avec une suspicion. Donc c'est une vieille grille, et c'est une grille qui est un angle mort sur l'autre réalité criminelle, qui en effet, comme vous l'avez dit, n'est pas dans leur scope, parce que c'est pas dans leur, j'allais dire... oui, c'est pas en termes d'efficacité électorale l'élément le plus important. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler le titre de votre livre, Béatrice Brugère, Justice, la colère qui monte. C'est aux éditions de l'Observatoire. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve lundi, et notez que demain, l'invité de la matinale sera Dominique Régnier, politologue, directeur général de la Fondapol. Merci, belle soirée.